Il y a de cela 6 ans, Delors a quitté l'Allemagne pour venir s'installer au Cameroun afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'il est revenu, il avait pour vision de devenir le leader africain dans l'industrie des amuse-bouches. Aujourd'hui au Cameroun, il est le numéro 1. Et aujourd'hui, nous sommes à Douala à sa rencontre pour qu'il nous parle de cette aventure qu'il a commencée il y a de cela 6 ans. Aujourd'hui, avec lui, nous allons nous entretenir sur son activité, sur ses différents produits, sur sa vision, sur ses problèmes. Et aussi, il va nous parler de cette belle aventure qu'il a démarrée, cela fait 6 ans aujourd'hui. Donc, suivez-nous à la rencontre de Delors pour découvrir c'est quoi Kelong Chips. Voilà. Tell me, Delors, who you are? How are you? Oui, bonjour Loïc. Merci d'être passé nous rendre visite tôt le matin. Je sais qu'en tant qu'agriculteur, c'est très matinal. Donc, je suis Delors Le Wingounou. Je suis ingénieur de formation, ingénieur en génie mécanique, formé en Allemagne. Je suis âgé de 37 ans, marié, père de 3 enfants. Et dans une autre vie, je suis également afropreneur. Je suis un jeune entrepreneur africain et je suis le promoteur et le fondateur de l'entreprise Boas Nekeris. Boas Nekeris qui veut dire les friandises du terroir. C'est un mélange de langue Douala et la langue de Shakespeare. Et c'est une entreprise qui a pour vision d'exercer dans l'innovation et la fabrication des produits agricultés inspirés des habitudes alimentaires des populations d'Afrique subsaharienne. Donc nous avons des produits qui ont disparu du marché, qui ont bercé notre enfance et qui ont malheureusement disparu faute d'industrialisation ou bien faute d'entreprise. C'était généralement fabriqué par des mamans qui nous vendaient certains produits dans les écoles. J'estime que ces mamans sont aujourd'hui âgées et fatiguées. Et c'est un peu le pari qui était également le nôtre, de s'inspirer de ce que ma maman également a fait il y a à peu près 25 ans, où elle faisait des chips de banane plantain et que nous avons essayé de remettre au goût du jour sous la forme d'une marque dénommée Kelong Chips. Kelong Chips qui est notre produit phare, dont on peut voir ici quelques spécimens. Donc, nos produits sont déclinés sous plusieurs formes. Nous avons la première forme qui sont des sachets de 30 grammes, les produits entrée de gamme. Le jaune que je tiens, ce sont des sachets qui contiennent des chips de plantain mûrs ou sucrés nature, je précise. Les verts, ce sont des sachets qui contiennent des chips non mûrs, donc non sucrés. Les bleus, ce sont les sachets qui contiennent des chips de plantain non mûrs, mais salés. Elles sont commercialisées sous cette forme, dans des packs de 25 sachets. Donc, dans un pack comme celui-ci, nous avons 25 sachets. Et notre tout nouveau produit qui est en train de faire son entrée sur le marché, ce sont des sachets de 1 kg. 1 kg de chips. Kelong Chips, le numéro 1 du plantain au Cameroun.
sait, toi et moi, que la plupart des gens rêvent de quitter le Cameroun pour aller, et pas pour revenir. Maintenant, qu'est-ce qui pour toi t'a fait rentrer? Et est-ce que la famille a bien perçu ça? Comment est-ce que tu as géré le retour au pays? Ta question un peu taquine. Je dirais tout simplement que c'est vrai que la tendance, elle est plutôt à quitter de l'Afrique vers l'Europe. Mais il y a une mouvance qui est née il y a quelques années qu'on appelle les repats. Donc les repats, ce sont des gens qui rentrent dans leur pays d'origine. Les expats, ce sont les étrangers qui viennent dans d'autres pays. Les repats, ce sont ceux qui rentrent. Donc je ne me suis pas forcément inspiré de cette mouvance, mais au fil du temps, après avoir passé 10 ans en Allemagne, après mes études d'ingénieur, j'ai travaillé quelques années, pendant à peu près 4 ans. Et pendant ces 4 ans, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi nous sommes toujours en retrait, c'est-à-dire sur le plan économique. Nous sommes doués, nous sommes intelligents, on fait des bonnes études. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut sur le plan mental, psychologique, psychique, intellectuel. Mais nous ne nous attaquons pas forcément au domaine comme l'industrie. L'industrie est un peu considérée comme la chasse gardée de certaines personnes. Et ayant travaillé dans l'industrie automobile allemande, j'ai pu avoir la chance de voir la taille des usines. Et la frustration est née de là en me disant que dans notre pays, nous avons très peu d'industrie de ce niveau. Mais je ne prétends pas y arriver demain. Mais je pense que nous pouvons commencer quelque part. Nous pouvons être les pionniers d'une mouvance, d'une jeunesse qui rêve, d'une jeunesse qui croit en son avenir et qui prend son destin en main. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, en même temps, en me posant des questions sur mon avenir personnel, j'ai commencé à côtoyer d'autres personnes qui avaient déjà commencé à entreprendre au Cameroun et j'ai découvert le développement personnel. J'ai commencé à beaucoup lire, et c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai décidé de plier bagage. Parce que l'une des erreurs qu'on commet souvent, c'est qu'on remet toujours à demain. La procrastination. Voilà, la procrastination. On remet toujours à demain, on se dit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment. Ce n'est jamais le mauvais moment. Ouais. À un moment donné, il faut prendre une décision. Je vais faire une confidence. Quand je suis en 2015, quand mon cerveau commence à vraiment chauffer, je me dis il vaudrait mieux que je rentre en 2020. C'était ça c'était ça le timing. J'avais dit 2020, je m'étais donné 5 ans. En 2015, je suis venu au Cameroun 3 fois. Et ces 3 fois m'ont fait du bien. Et je me suis dit, pourquoi attendre 5 ans quand je peux le faire maintenant? Et finalement, en moins d'1 an, j'ai plié bagage et je suis rentré. Et tu ne regrettes pas? C'est vrai que c'est difficile. Je te l'avoue, je ne dirais pas que c'est facile. C'est pas facile, même l'Europe n'est pas facile. Ouais. Il nous arrivait de nous lever à, je me rappelle bien, là je fais un coucou à mes amis de Kaiserslautern se reconnaîtront. C'est une petite ville dans l'ouest de l'Allemagne où il y a beaucoup de Camerounais. Et nous étions étudiants à cette époque. Et je me rappelle, on se levait à 3 h du matin parce qu'il y a un train mythique qu'on appelle le 3h52 qu'il fallait prendre. Et nous, on allait travailler à Wörth. Wörth, c'est là où se trouve la plus grosse usine de montage de véhicules au monde. C'est là où on monte les camions Mercedes. Donc tous les Camerounais qui sont en Allemagne, bon nombre savent de quoi je parle.
quand je parle de Vert. Donc, nous, on quittait Kaiserslautern, on se levait à 3 heures, on marchait 20 minutes à pied dans le froid pour arriver à la gare parce qu'à 3 heures, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Kaiserslautern, c'est une très petite ville. Et on se tapait pratiquement 2h30 pour arriver au travail. Il fallait commencer le travail à 5h15. Je me rappelle encore bien. Donc, il fallait prendre le 3h52. Non, on fait à peu près 1h30. Donc, c'était vraiment des phases difficiles. Donc, juste pour revenir en chutant par rapport à ta question, que même là-bas, c'est pas facile. C'est vrai qu'on ne dit pas les choses. On dit juste le gars qui revient à Noël avec beaucoup d'argent. Donc, ce que je dis là, ceux qui sont en Allemagne savent de quoi je parle. Ceux qui sont en Allemagne, je parle ça date de pratiquement 15 ans, quand on le faisait, on était étudiant. Et voilà, donc c'était pas facile. Ce qu'on vit également au Cameroun, c'est pas facile. Donc, on ne peut pas dire que c'est mieux ici, c'est mieux là-bas. C'est vrai que des choses sont améliorées, on peut améliorer les choses, mais même là-bas, la condition des étudiants étrangers ou bien des étrangers n'est pas forcément au top. Donc voilà, moi je me suis dit, si on travaille autant qu'on travaillait là-bas, il y a peut-être une chance qu'on puisse être sur le chemin de la réussite. Voilà, donc et puis aussi, je dois avouer, je me sens bien chez moi. Même si il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro. Bon, ça c'est des infrastructures, mais personnellement, il y a les motos. Donc personnellement, je me sens mieux chez moi. Quand il m'arrive de voyager, de repartir en Europe, après une semaine, j'ai envie de rentrer. Bon, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que voilà, je donne mon ressenti. Voilà, je donne mon ressenti. C'est bien, mais c'est chez les autres. Voilà, je pense que nous avons l'obligation, la responsabilité morale de, surtout nous qui avons eu la chance de voir un peu, de voir ces deux environnements. Nous avons, je ne dirais pas l'obligation, je dirais la responsabilité morale d'apporter quelque chose à notre communauté. C'est ce que nous essayons de faire modestement, moi dans la transformation, toi dans l'agriculture. Donc voilà, donc l'avenir nous dira si on avait eu raison ou si on avait eu tort. D'accord. En tout cas, merci pour ça. Et en tant qu'entrepreneur, je sais que les difficultés, ça ne manque pas. Donc on a des difficultés tous les jours. Mais par rapport à ton domaine spécifique, quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face? Et comment est-ce que tu fais au quotidien pour surmonter? Parce qu'on sait que l'environnement des affaires des gens au Cameroun, c'est autre chose. Maintenant, au-delà de ça, quelles sont ces difficultés? Les difficultés auxquelles on fait face, elles sont multiples. Elles sont vraiment multiples. Au début, lorsque nous avons commencé à commercialiser nos chips de banane plantain sous la marque Colon Chips, c'était un peu difficile de faire accepter ça à l'opinion. Parce que, historiquement, pour ceux qui vivent au Cameroun, les chips de banane plantain sont vendus généralement dans les carrefours, dans ce qu'on appelle au Cameroun des call box. Et généralement, sur ces étals, vous avez différents produits agrémentés. Des biscuits, des cacahuètes, vous avez des arachides enrobés, vous avez des chips de banane plantain. Donc, et ces sachets ont la particularité qu'elles sont transparentes. Donc, transparence, ça sous-entend que le consommateur voit le produit qui est à l'intérieur. Donc, nous sommes venus avec un sachet, on va dire, je dirais pas révolutionnaire, mais nouveau. Une nouvelle façon de présenter les chips de banane plantain. Nous avons rencontré beaucoup de résistance au début parce que les consommateurs souhaitaient voir le produit qui est à l'intérieur. Bon, le pari que nous avons pris, c'était de créer déjà la confiance parce qu'on s'est rendu compte que le consommateur veut voir parce qu'il n'a pas confiance. Il a peur qu'on lui vende quelque chose
qui n'est pas bien. Donc nous avons essayé de travailler sur notre marque comme une marque qui inspire la confiance. Et aujourd'hui, je peux dire que nous réussissons à vendre nos chips. Jusqu'aujourd'hui, le client nous voit parce qu'il achète. Mais nous leur promettons de leur offrir des produits de qualité. En tout temps, en tout lieu. Voilà. Donc ça, c'est l'un des problèmes majeurs que nous avons rencontrés. Maintenant, sur le plan administratif, je sais que pour ceux qui nous regardent, surtout ceux de la diaspora, ils attendent que je leur dise que j'ai du choco à gauche, j'ai du choco à droite. Malheureusement, je vais les décevoir. J'ai créé mon entreprise, comme ça se dit, au CFCE, au Centre de formalité de création d'entreprise, qui est basé à Akwa. Pour ceux qui sont à Douala, je n'ai pas eu de problème. J'ai déposé tous mes documents en 2-3 jours et mon registre de commerce est sorti en pratiquement 3 semaines. Voilà. Donc, mais avant ça, on peut déjà exercer parce qu'on a déjà les numéros et tout ça. Donc, sur le plan administratif, honnêtement, je ne voudrais pas mentir, je n'ai pas eu de problème, de difficulté majeure. Donc, le problème, c'est beaucoup plus au niveau de l'implémentation du projet, c'est-à-dire la vente. Convaincre les clients, surtout quand c'est un nouveau produit. C'est pas comme chez toi où tu fais ton maïs et puis les producteurs de poulet ils n'attendent que ça parce qu'il n'y a même pas déjà assez de maïs. Mais c'est un peu différent, surtout quand la demande est excessive. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un carrefour au Cameroun sans voir un vendeur de chips de pain plantain. Donc il fallait se repositionner au niveau de la clientèle. Nous avons choisi un positionnement premium, donc un peu la classe un peu au-dessus, disons la classe moyenne supérieure que nous ciblons particulièrement. Et voilà quoi. Donc je peux dire ça c'est vraiment le problème majeur. Maintenant, les problèmes de commodité, coupure d'électricité, tout ça, voilà, on a grandi dans ça, c'est pas nouveau, voilà, donc on s'y fait. C'est pas un problème majeur. Et je dirais même que on coupe de moins en moins l'électricité par rapport à l'époque. Voilà, donc c'est pas pour dédouaner, pour dire que les choses vont bien, mais c'est pour dire que il vaut mieux voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Voilà, donc ça aide. Donc, en fait, une des histoires qui me fascine le plus, c'est cette affaire de plagiat. Parce que nous, entrepreneurs, quand on démarre, on choisit juste un nom comme ça. Après, on se rassure pas de le protéger et tout ça. Pour nous-mêmes qui avons des entreprises numériques, parfois le nom de domaine, on ne le protège même pas. Donc, mais toi, tu as appris ça de la manière la plus dure. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu t'en sors avec justice? Là, tu touches à un point épineux. Oui, parce que ça peut sauver plus d'entrepreneurs. Tu touches là à quelque chose d'épineux parce que ça a été très douloureux. Malheureusement, tu as omis de présenter vraiment l'affaire. Parce que l'affaire vient d'être conclue par l'OAPI, l'Organisation intellectuelle pour la protection, pour la propriété intellectuelle. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avions commencé un partenariat commercial avec un partenaire qui est dans la diaspora, avec qui nous envisagions de développer la marque sur le plan international. Et il s'est avéré que nous ayons été copiés par cette personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne. Nous ayons été copiés intégralement, c'est-à-dire que le sachet a été intégralement copié, la marque a été également copiée. À la seule différence que... Voilà, à la seule différence que, bon, je ne vais pas faire de publicité dessus, mais nous avons été copiés, disons à 98%. Ouais. Donc nous avons cohabité sur le marché
pendant pratiquement 2 ans. Il y avait la marque Contrefaite et la nôtre. Et nous avons intenté une procédure auprès de l'OAPI. Je salue le cabinet de Madame Isabelle Ikeme qui nous a accompagnés dans cette aventure. Nous avons finalement, la procédure a duré à peu près 1 an et demi auprès de l'OAPI et nous avons finalement eu gain de cause. Et la marque Contrefaite a été radiée de l'OAPI. Il faut préciser que l'OAPI a en son sein 14 membres, c'est-à-dire 14 pays membres de l'OAPI. Ça veut dire que lorsque vous avez une décision au Cameroun, elle s'applique dans les 13 autres pays. Donc ça, c'était la première bataille, la première victoire que nous avons eue. Voilà, donc c'était un événement un peu malheureux. Ce que je peux dire à la suite de ce que tu évoquais précédemment, c'est tout simplement qu'il faille que les entrepreneurs soient un peu plus prudents. Bon, je peux comprendre, ça a été le cas également pour nous, qu'au début de l'aventure, surtout une aventure entrepreneuriale, surtout quand on n'est pas dans les services, les coûts de démarrage sont souvent élevés. Et ça fait en sorte qu'on se dit c'est secondaire, on peut faire après. C'est vrai que ça coûte quand même pratiquement 650 000, entre 600 et 650 000 pour protéger sa marque. Le conseil que je peux donner, c'est on peut commencer déjà à moins de coûts, déjà protéger son nom commercial. Ça ne coûte pas, non commercial, ça coûte je crois 40 000, plus les frais comment ils appellent ça, les honoraires. La deuxième chose qu'on puisse faire, que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est protéger son nom de domaine. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nom de domaine, ça coûte quoi? .com, ça coûte à peine 10 euros. Voilà, 10 euros. Voilà, donc les extensions qui sont très populaires coûtent relativement moins cher. Ça permet également, ça fait foi lorsqu'on protège son nom commercial. Le temps de trouver de l'argent pour protéger sa marque. Donc ce que je conseille lorsqu'on crée son entreprise, c'est vraiment de faire ces deux choses. Nom commercial et le nom de domaine. Les deux permettent de renforcer. C'est vrai que le nom commercial, aux yeux de l'OAPI, c'est un peu léger parce que ce n'est pas encore la marque. On peut encore attaquer. Mais avec le nom commercial jumelé, je pense qu'on a de bonnes chances, si on est copié ou si on est plagié, de contre-attaquer. Donc ça, c'est les conseils que je peux donner lorsqu'on démarre. Vraiment, ne pas mettre ça en second plan. Ne pas se dire que je suis trop petit, ça ne sert à rien, personne ne me regarde. On ne sait jamais. Moi, c'est pareil. Je veux dire, on n'est pas une grande entreprise, on n'est pas... Voilà, je peux dire, on n'a même pas encore commencé, mais on est extrêmement copié. C'est pratiquement tous les jours. Mais bon, je n'aurais pas pu croire que ça aurait pu m'arriver. C'est comme par exemple, lorsqu'on ne prend pas d'assurance de voiture, on se dit, ok, l'assurance, on ne va pas cogner. On ne sait jamais. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme une assurance. Vaut mieux le faire. Si on n'a pas les 600 000 ou 650 000, ça dépend du cabinet, on peut prendre déjà le nom commercial. Protéger le nom commercial, ça coûte pas, c'est pas trop cher comme la marque. Parce que ça peut nous faire voilà, exactement. Parce que là, on a engagé des procédures. Il faut bien payer les honoraires, il faut payer ci, il faut payer ça. Et l'énergie et le manque à gagner. Parce que le client qui va chez la marque Contrefaite, c'est un client en moins chez toi. Voilà, donc ça c'est concernant cette affaire, ça c'est ce que je peux dire. Voilà, exactement. K Long Chips, le numéro 1 du plantain au Cameroun.
Alors dès lors, tu sais que je suis producteur, je produis le maïs et je livre chez les transformateurs, donc je ne vais pas citer le nom ici. Toi tu transformes le plantain. Il y a certains gens qui produisent dans l'arrière-pays. Et beaucoup de gens sont venus me voir, ils veulent bien produire pour transformer après. Mais que connaissant toi qui transforme et connaissant les gens qui produisent ou qui veulent produire, je pose toujours la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une façon qui se concentre uniquement dans la production et toi dans la transformation. Chacun fait bien son travail. Ta question est très pertinente. Mais mon avis va peut-être surprendre plus d'un. J'avais la même vision au départ, lorsque on a commencé. C'était vraiment de contribuer avec les autres acteurs de la banane plantain, de mettre en place une chaîne de valeur Pour la filière. pour la filière. Comme tu dis, partie dans notre cas, on ne parle pas de semences, on parle plutôt des plants. Donc, c'est l'équivalent des semences. Donc, lorsque tu as des plants qui proviennent de bons régimes, il y a de fortes chances que tu aies également de bons régimes avec ton plant. Donc, je pense que c'est un peu prématuré parce que la production de la banane plantain est encore à un niveau très archaïque et très artisanal. Nous avons certes une très grosse production de banane plantain au Cameroun. Je précise que selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun produisait en 2015 3,5 millions de tonnes de plantain par an. Ça c'est en 2015. Nous sommes en 2022. Donc je pense que le plantain est le deuxième aliment le plus produit au Cameroun, après le manioc. Donc ça veut dire que la banane plantain a de l'avenir. Mais l'un des problèmes que nous avons localement, c'est le rendement à l'hectare. Dans mes études, dans mes recherches, je suis tombé sur certains documents qui font le parallèle entre la production de banane plantain dans différents bassins de production mondiale. Nous avons le plus gros bassin où les rendements sont relativement élevés, c'est la Guadeloupe. Là-bas, ils produisent à peu près 4000 plants à l'hectare. Ici, on est à 1000... J'en viens. La Côte d'Ivoire, qui a les mêmes conditions climatiques que nous, produisent 2500 plants à l'hectare. Au Cameroun, on varie entre 1500 et 1700 plants à l'hectare. Donc, ça veut dire que sur 1 hectare de production de banane plantain, nous sommes déjà défavorisés au niveau du prix par rapport, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, notre plantain n'est pas exportable. 1 kilo de banane plantain qui provient d'Amérique du Sud, vendu en Europe, coûte à peu près 1,80 € le kilo. Parfois, ça descend jusqu'à 1,60 €. Dans certains pays, comme en Allemagne, ça vaut un peu plus de 2 €, 2 €, 2,20 €. C'est entre 1,60 € et 2,20 €. Ça veut dire que si on devait exporter le plantain du Cameroun, je pense qu'il vaudrait à peu près 3 ou 4 €. Donc, on ne peut pas l'exporter. Voilà. Donc, je pense que il faudrait, de mon point de vue, que les acteurs de chaque segment d'activité, secteur primaire, secondaire, tertiaire, que chacun se concentre dans son univers et que nous ayons des géants ou des acteurs importants dans chacun des segments. C'est ensuite, à la suite de ça, qu'on pourra penser ou on pourrait penser créer, parce que tu parlais de la communion, de créer la synergie. Mais je dis qu'on ne peut pas créer la synergie, du moins ce serait difficile de créer la synergie à partir du moment où on n'a pas d'acteurs majeurs dans chacun segment d'activité. Parce que dans le secteur primaire,
Il y en a qui disent qu'ils produisent des hectares. Nous avons eu quelques exemples ici de faillite. Je ne vais pas citer les noms. Pour quelles raisons ils ont fait faillite, je n'en sais rien. Dans le domaine de la transformation, il y a quelques acteurs, dont nous, mais nous sommes tous encore de petits acteurs. Nous ne sommes pas capables d'impulser une certaine dynamique dans la chaîne de valeur. Si c'était si facile, nous sommes plutôt dans un environnement ultra concurrentiel où chacun veut savoir ce que l'autre fait. C'est normal, c'est de bonne guerre. Donc, mais je pense qu'il faudrait d'abord qu'on atteigne une certaine taille critique. C'est quand on va atteindre la taille critique qu'on aura de gros producteurs, de gros farmers dans le domaine de la banane plantain. Vous pourriez même subventionner. Voilà. Donc, je pense que c'est trop tôt. Il faudrait d'abord que on parle de spécialisation, que chacun se spécialise dans un domaine et soit intraitable dans son domaine. Ensuite, on pourra s'asseoir avec les différents acteurs parce qu'il faut savoir que la production de la banane plantain se fait de façon artisanale. De deux, on parle d'agriculture de subsistance. La plupart de gros acteurs, ce sont ceux qui font spécifiquement de palmier à huile, qui fait à peu près 4 ans, 5 ans, ou le cacao. Et en attendant la rentabilité, ils mettent du plantain au milieu. Donc, ce n'est pas des spécialistes de la banane plantain. Quand je parle de spécialistes, ça veut dire que, comme toi, tu fais le maïs. Tu as 20, 30, 50 hectares de banane plantain, comme le PHP. Le PHP a, je ne sais même pas combien d'hectares, mais ils ont de la banane à perte de vue. Et ils ne font que ça. Donc, si on arrive à ça, qu'on a 2 ou 3 acteurs majeurs, on a peut-être une dizaine de transformateurs capables d'absorber cette quantité de plantain produite. Le marché est là. Quand je te parle de 3,5 millions de tonnes produites par an, vous ne pouvez pas faire plus d'une semaine, voire 2, sans manger la banane plantain vivant au Cameroun. Ouais, vous ne pouvez pas aller dans une fête sans trouver la banane plantain sous diverses formes que possible. Vous avez les frites de plantain, vous avez le plantain bouilli, et des fois vous avez le plantain tapé, sans compter les chips. Donc c'est pratiquement un produit, un must sur une table. Vous avez également le manioc qui est en top. Voilà. Donc il y a le numéro 1. Donc on a le manioc en première place et le plantain en deuxième place. Donc la question de est-ce qu'il y a un marché, ça ne se pose pas. Le marché est là de toute façon. Donc il faut d'abord la professionnalisation et la spécialisation. De l'activité. Et aussi que chacun puisse grandir dans ce voilà. Donc c'est difficile que 2 personnes qui ont faim décident de s'associer. Je dis encore autre chose. C'est difficile 2 aveugles. Ouais, que l'un puisse guider l'autre. Quand chacun se bat encore, voilà. Donc vraiment, quand on est encore aveugle, battons-nous d'abord pour voir. Ou bien un enfant de 6 mois et un autre de 8 mois. Personne ne peut arrêter la main de personne. Il faut au moins l'enfant de 2 ans pour arrêter la main de celui de 6 mois. Donc il faut d'abord qu'on grandisse. En tout cas, c'est une belle façon de terminer la vidéo parce que finalement, à la fin, on aimerait que tu donnes 1 ou 2 conseils. Parce que les jeunes africains, aujourd'hui, je vais dire pas plutôt tu vois. Qu'est-ce que tu peux donner? Suppose que tu as un grand frère, tu as un petit frère qui veut se lancer, qui vient te voir et te dire vraiment, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Je veux devenir comme toi, ou peut-être plus. Devenir comme moi, ayant un peu de modestie. Non. La seule chose que je peux dire sur ce point, je ne veux pas donner de leçons parce que moi, je me cherche encore. Vraiment, tu as quand même 6 ans dans l'activité. Faut pas croire ce que Loïc dit là. Je me cherche encore, je me bats. 6 ans dans l'activité, oui. Mais quand Kadji a sorti, quand le père Kadji a sorti sa bière,
et qu'il a dit qu'il a fallu du temps. Je ne crois pas qu'il ait fait ça en 10 ans. Voilà, donc pour dire que si eux, à ce niveau, ça leur a pris autant d'années pour arriver même là où ils sont. Je te rappelle que la CADI n'a que une chaîne de production. Donc, ce n'est pas facile. Donc, je dirais tout simplement que le seul conseil que je puisse donner, en toute modestie bien sûr, c'est d'avoir une vision bien claire et avoir s'armer de beaucoup de patience et d'abnégation. C'est tout ce que je peux dire. L'argent n'est qu'un prétexte pour ne pas passer à l'action. L'argent n'est qu'un prétexte. Je sais que d'aucuns me diront si je n'ai pas de quoi manger, je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, bon, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais l'entrepreneuriat n'est pas aussi fait pour tout le monde. C'est pas parce que ton voisin a eu le bac C que tu as les capacités, les aptitudes d'aller faire le bac C. Peut-être que tu as des aptitudes en lettres. Donc, il faut savoir déjà, où est-ce qu'on a, quels sont nos points forts. Et puis, il y a sur Internet, vous avez des tests entrepreneuriaux pour voir, c'est des questions ludiques qui vous permettent de voir déjà a priori si vous avez les aptitudes ou les capacités ou le mental pour se lancer. Ça ne coûte rien du tout. On peut le faire et être honnête envers soi-même en répondant aux questions et en se fiant aux résultats avant de se lancer. Donc, ça veut dire que déjà d'office, ceux qui vont mettre le frein financier en avant, l'argent n'est que le moyen d'exécuter. Mais en réalité, un projet, c'est d'abord une vision. Quelle est ta vision? Avoir une vision, ça ne coûte pas cher. Maintenant, on peut trouver des cofondateurs. Je peux avoir une vision. Je peux être un visionnaire. Je peux avoir des bonnes idées. Mais je n'ai pas les moyens. Donc, sortons aussi de l'idée selon laquelle je vais avoir 100% de zéro. 100% de zéro, ça fait zéro. Il vaut mieux avoir 10% de 10 milliards, je dis ça comme ça, que d'avoir 100% de 100 000. Je dis même 1% de 10 milliards vaut mieux que 100% de 250 000. Donc, il faut qu'on sorte aussi de cette logique. On va avaler mon projet, on va voler mon projet. Ça, ce sont des excuses. Donc, on peut être 2 ou 3 cofondateurs. On peut trouver, avec un bon projet, une bonne idée, une vision claire, trouver des personnes qui peuvent, au début, t'accompagner, injecter. Non, même pas accompagner, on est dans le même bateau. Comme les cofondateurs, on n'accompagne plus personne. On est dans le même bateau. Donc, des gens qui peuvent cofinancer et savoir se vendre. Parce que lorsqu'on n'a que son projet sur le papier ou dans la tête, bon, dans la tête, c'est difficile de convaincre quelqu'un avec le projet dans la tête. Il faut quand même quelques chiffres, même si c'est théorique, il faut quand même quelque chose de plausible et de cohérent pour que quelqu'un puisse, pour qu'on puisse espérer avoir un éventuel investisseur. Donc, je m'arrêterai là. Vraiment, j'ai parlé de l'argent parce que je sais que dans la vidéo, il y aura des gens qui vont écrire sûrement en commentaire que oui, l'argent, j'ai déjà entendu ça, que oui, si je n'ai pas l'argent, machin, non. L'argent vient après. Mais pour se lancer, il y a le préalable. Est-ce que j'ai les capacités, les aptitudes? Chacun peut taper sur Internet, entrepreneur test. Tape entrepreneur, espace test sur Google. On va trouver plein de pages. Presque tous les pays du monde proposent ce genre de... Dans les chambres de commerce, on propose ce genre de test pour voir même d'abord au préalable, est-ce que tu es fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce que tu es résistant? Est-ce que tu es malléable? Est-ce que tu résistes à la pression? Est-ce que tu aimes le risque? Est-ce que ta famille, ta famille nucléaire, ou bien si tu es marié, est-ce que ta famille accepte, je vais dire l'environnement dans lequel tu es, est-ce qu'ils acceptent cette prise de risque? Est-ce que tes revenus et ceux de ton conjoint ou de ta conjointe vous permettent de pouvoir tenir pendant que vous aurez cette longue période de difficulté?
Est-ce que la famille va pouvoir tenir? Il y a des tests comme ça qui existent. Et c'est accessible et c'est gratuit. Deuxièmement, travailler sa vision. Je pense que la vision est, de mon point de vue, la chose la plus importante. C'est d'abord la vision. L'argent, si on donne l'argent à quelqu'un qui n'a pas de vision, en 2-3 ans, je pense qu'il aura tout dilapidé. Mais il faut d'abord une vision bien claire, bien définie. Après la vision, voilà, le reste que je parlais de résistance à l'abnégation, ça va dans le test. Voilà, pour moi, c'est les 2 piliers sur lesquels il faut s'appuyer. La vision est très importante. Il y a un livre que je recommande, La magie de voir grand, qui est un livre qui est très intéressant pour ceux qui démarrent. Je ne dirais pas que c'est un livre qui apprend à voir grand, mais c'est un bon outil parce qu'il faut apprendre à voir grand. On dit start small but think big. Voilà, donc je clôture par là. Kelon Chips, le numéro 1 du plantain au Cameroun. Alors je vous remercie grandement d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Il était important qu'on puisse vous présenter Kelon Chips, qu'on puisse vous montrer à quel point les jeunes Africains travaillent pour qu'on ait cette chaîne de valeur de la production à la transformation de nos produits et même jusqu'à la commercialisation. Donc vraiment, c'était un gros plaisir pour moi de venir ici et j'espère que vous avez vraiment aimé l'échange qu'il y a eu entre Delors et moi. Donc si vous avez aimé, partagez la vidéo au maximum et aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous avez vraiment aimé ce qu'on a fait. Donc on se dit rendez-vous au sommet.